merci, chers confrères, pour la question et déjà merci pour cette visite. Et nous espérons que ce travail, notre message ira suffisamment loin parce que c'est le combat que nous venons d'écrire. Je suis Mbok Armel Junior, physiologiste, chercheur et spécialisé en hématopharmacologie. Alors, je suis un produit de l'Université de Douala, promotion 2022. Et donc, en 2022, l'année où prend naissance Reptima, c'est-à-dire qu'une année où, du moins, on essaie de mettre en pratique l'une des résolutions pour faire les travaux de recherche. Parce que déjà en 2018, lorsqu'on côtoie certaines maladies, on se rend compte qu'il y a plusieurs maladies qui sont orphelines dans notre pays ou même dans la sous-région. Et la drépanocytose a semblé être cette maladie mythique. Personne ne va en parler. Personne ne connaissait même pas encore prononcer le mot drépanocytose. Mais il y avait pratiquement plus de 200 naissances par an de cette maladie. 200 000 naissances. Et donc, avec les travaux que nous avons effectués, les engagements que nous avons pris auprès des malades, qui nous ont le plus souvent accordé gracieusement la possibilité de faire des prélèvements pour les études, ont été engagés à combattre cette maladie. C'est la raison pour laquelle, bien avant la soutenance, Reptima est né, cette association chargée de lutter contre la drépanocytose à travers la sensibilisation et la promotion des thérapies locales scientifiquement prouvées. Voilà donc, c'est ce que je peux dire de l'historique de Reptima. Nous sommes sur le terrain depuis 4 ans et cette année encore nous avons une conférence annuelle qui va se tenir le 18 juin à Aqua, Paris-Dancy. Alors, la drépanocytose est, s'il faut être précis et simple, c'est une maladie génétique. Ça veut dire que le malade possède une information dans chacune de ses cellules, une information qu'il a reçue de ses parents, les deux parents, le plus souvent. Et cette information, c'est celle-là qui permet de former l'hémoglobine, une protéine qu'on trouve dans les cellules sanguines. Alors, il se trouve que lorsqu'on n'est pas malade, on a une information génétique qui permet d'avoir une hémoglobine normale, de forme arrondie, en forme de pastille. Mais il se trouve que certaines personnes ont dans leur information génétique une partie de l'information susceptible de donner des hémoglobines qui peuvent se déformer lorsque le sang manque dans le milieu, l'oxygène manque dans le milieu. Je dis que lorsque deux parents ayant cette faculté-là arrivent à transmettre cette information à l'enfant, l'enfant n'a que ces deux copies d'informations lui donnant uniquement la possibilité d'avoir des hémoglobines de mauvaise qualité qui, à chaque fois que l'oxygène manque, vont se déformer. Alors, le problème vient d'où à ce moment-là? Lorsque l'hémoglobine a polymérisé et que la cellule qui portait le globule rouge, celle qui portait cette hémoglobine, elle va se déformer, elle va prendre une forme de lune. Et cette forme-là les empêche de circuler librement dans le sang. Donc, arrivé au niveau des petits vaisseaux sanguins, ces hémoglobines vont boucher les vaisseaux sanguins. En bouchant les vaisseaux sanguins, donc, on sait que le sang, c'est lui qui va un peu partout, c'est lui qui apporte nourriture, oxygène. Donc, le tissu ou l'organe qui se trouve privé d'oxygène va souffrir. Et cette souffrance auto-entretenue par le manque d'oxygène, c'est ça qui va entraîner des souffrances. Chez les enfants, par exemple, on va avoir des crises vaso-occlusives. On a des articulations gonflées et c'est hyper douloureux. Et à partir d'un certain âge, à partir de 13-14 ans, le syndrome thoracique va commencer avec des douleurs thoraciques tellement fortes. Elles sont peut-être moins récurrentes que les crises vaso-occlusives, mais elles sont beaucoup plus graves. Alors, la crise vaso-occlusive, c'est cette crise que fait le drépanocytaire, je vais dire la chose la plus extrême sur le drépanocytaire. C'est-à-dire, lorsqu'il se retrouve en condition de manque d'oxygène, ça peut être une infection, ça peut être un espace confiné, ça peut être un type d'alimentation, il y a plusieurs facteurs. Et donc, lorsque il y a ce manque d'oxygène, les hémoglobines qui ne sont pas de bonne qualité, on va le dire ainsi, vont se polymériser, le terme qu'on emploie, et la cellule qui porte ces hémoglobines-là va se déformer.
Et c'est cette déformation qui va boucher certaines zones dans le corps pour que le sang ne circule plus. Et c'est ce qui va donc entraîner une douleur auto-entretenue. J'insiste parce que lorsqu'on parle de douleur auto-entretenue, c'est pas une douleur comme une douleur classique. Une douleur qui s'entretient elle-même. Ça veut dire que vous pouvez, au moment où le patient fait la crise, le toucher. Le toucher là devient une douleur. Cette douleur-là se potentialise, devient une douleur plus forte, et ainsi de suite. Le ressenti est exponentiel. Donc, lorsqu'un patient de chronicité est en crise, c'est la chose ou la complication la plus sévère du point de vue clinique. Cette question, c'est une question assez profonde. Elle est profonde parce qu'on partira des conventions aux réalités. Alors, je vais commencer par les conventions. Cette maladie, étant donné que c'est une maladie génétique, conventionnellement, on va accuser deux types d'informations génétiques. Je vous ai parlé d'hémoglobine normale et d'hémoglobine pas normale. Voilà, c'est cette base-là. La maladie est mal comprise, surtout en zone tropicale, parce que nous, surtout Africains, avons cette liberté, ou cette fierté, où nous aimerons être au centre de nos choix. C'est-à-dire, on préfère ne pas écouter lorsqu'on nous dit, par exemple, que telle personne et telle personne ne sont pas compatibles. Le médecin qui vous le dit sur la base des examens cliniques qu'il a fait. Et puis, ces examens ont révélé que dans votre sang, il y a des informations que si jamais elles se retrouvaient chez un enfant uniquement, l'enfant serait malade. Et cette maladie va vous apporter plus de malheur que de bonheur. Et ça conditionne dans les choix, les unions. Et à ce moment-là, ça s'attaque à la fierté de l'Africain. Et c'est cette fierté qui pose problème. Lorsque on a l'impression que si on ne peut plus choisir librement, déjà que pour certains, trouver un partenaire n'est pas évident. Voilà combien de fois que lorsqu'on a trouvé le bon et puis à ce moment-là, c'est le médecin qui vient vous dire vous n'êtes pas compatible. Et parfois, on le fait lorsqu'on est déjà arrivé chez le maire et le maire a dit avant que je ne célèbre votre mariage, présentez-moi le bilan de santé. Comment lorsqu'on a déjà dossier, parfois on a déjà un enfant, au moment où le maire vous le demande, vous le faites pour remplir une formalité et le médecin vous dit vous n'êtes pas compatible, forcément, il a la dernière personne que vous allez écouter. Donc, c'est la raison fondamentale pour laquelle la maladie passe pour une maladie mystérieuse. Mais il y a un autre mystère qui encadre cette maladie. Parce que d'un côté, on connaît ceux qui n'ont que cette information. On n'a pas d'hémoglobine S. C'est-à-dire tous les hémoglobines sont S, on appelle SS. Il y en a qui ont une hémoglobine normale et un autre type d'hémoglobine anormale. Donc, ceux-là, ils sont connus comme ne faisant pas ou moins de crise. Donc, ceux qui parfois cherchent à comprendre en profondeur ce qu'est cette maladie, parfois se posent cette question, pourquoi il y a certains qui ont une moitié d'informations malades, ils ne font pas de symptômes ou de crise, d'autres ont la même moitié, mais font des crises. Alors là, ça relève de la qualité d'examen, le type d'examen effectué. On peut réaliser, je vais parler de façon, c'est un examen qualitatif qui vise simplement à regarder est-ce que j'ai une hémoglobine A, est-ce que j'ai une hémoglobine S. Mais la vérité, c'est qu'il y a plusieurs formes d'hémoglobine dans notre sang. Certes, il y a des formes majeures et des formes mineures. Mais il y a des formes mineures où même en faible quantité, ça peut apporter une certaine satisfaction. Ce qui fait que le fait que les examens courants ne tiennent pas vraiment compte des formes d'hémoglobine mineures ou des formes d'hémoglobine, je vais dire, importées. Parce que parfois, les types d'hémoglobine peuvent varier d'une sous-région à l'autre, d'un continent à l'autre. Le fait qu'on n'ait pas toujours des témoins, quand je parle des témoins, parce que lorsqu'on fait un résultat, le plus souvent, le résultat est confirmé sur la base d'un témoin de comparaison. Donc, je prends un exemple simple, quelqu'un qui a l'hémoglobine A et l'hémoglobine O arabe contre Fort Cameroun. L'autre, oui, c'est un exemple que je dis, O arabe, il y a bêta-thalassémie, des formes d'hémoglobine qu'on ne connaît pas. Et lorsqu'on va faire l'examen, on va voir par exemple deux bandes, il y a l'hémoglobine A, il y a des témoins pour comparer. Il y a un autre là qui a migré, peut-être arrêté quelque part, on ne sait pas où, on va dire c'est S par exemple. Parce qu'il est à côté du S, pourtant ce n'est pas S. Et donc, imaginons tant soit peu que ce soit A avec une autre forme d'hémoglobine, que l'hémoglobine S, mais qui a été considérée comme S. On va donc trouver sur le terrain des hétérozygotes, comme on les appelle, qui font des crises, et des hétérozygotes qui ne font pas des crises. Et là, quand je disais on sort du concret de la réalité elle est là.
La seule solution serait d'avoir les témoins pour toutes les formes d'hémoglobine, ce qui serait de trop pour notre génération. Donc quand je le dis, c'est pas pour accuser un système ou quoi que ce soit. Pour l'instant, quand je ne veux rien faire, ce qui est fait, vaut mieux faire ce qui est fait en attendant que les consciences soient évoluées. Et c'est ce que j'essaie de faire. Et à ce niveau, donc, quel conseil donneriez-vous donc aux jeunes couples, aux jeunes gens qui aimeraient avoir des enfants et éviter que leurs enfants ne souffrent par cette maladie? Alors, à tout le monde, je dirais déjà de faire l'examen de l'électrophorèse de l'hémoglobine dans un centre agréé. C'est-à-dire de s'assurer que l'examen réponde à des normes qualitatives, même quantitatives. Mais, l'association Reptima Cameroun, nous prenons pour le fait que chaque enfant de la naissance ait son résultat d'examen de l'électrophorèse. C'est-à-dire c'est un cadeau que chaque parent devrait faire à l'enfant. Si, dès le bas âge, au moment où j'ai mon acte de naissance, c'est-à-dire je parle de l'enfant à la naissance, il sait comment il s'appelle, il sait quel est le sexe masculin ou féminin, il sait voilà le nom de ses parents. À côté des autres, avoir un certain nombre d'informations sanitaires. Il sait par exemple que je suis AA, AS ou SS, il devrait le savoir à la base. Ça aide dans la mesure où en grandissant, ça lui évite de faire des unions hasardeuses. Parce que quand je demande aujourd'hui aux couples ou aux adultes d'aller faire des examens qualitatifs, ce sont des personnes déjà mariées qui ont déjà des enfants, ça peut être pénible. Mais le travail de fond est que chaque enfant, nous devons arriver à ce stade-là où chaque enfant dès la naissance ait son résultat. Voilà. Alors, les signes d'alerte, ils sont connus. Ils sont connus, mais parfois, comme je l'ai dit, parfois le contexte peut faire en sorte qu'on se méfie de certains signes. Et de là même aussi vient la stigmatisation. Lorsqu'on a un enfant qu'on n'a pas conduit à l'hôpital, à la moindre complication, à la moindre plainte, l'enfant peut présenter des signes qui pour le parent parfois ne sont pas compréhensibles. Parce que lorsqu'un enfant fait une crise, il peut présenter tout genre de signes. Mais lorsque vous avez déjà un enfant qui est constamment fatigué, un enfant qui est constamment anémie, un enfant qui se plaint de douleurs articulaires, surtout les douleurs articulaires, quels sont ici les premiers signes? Peut-être que même si dans la formation médicale où vous êtes rendu, on n'a pas demandé cet examen, pensez déjà à faire cet examen. Parce que dans notre société, lorsqu'une maladie touche le sang, ça devient plus souvent éthique. Parce que l'anémie va se manifester de plusieurs façons. Et particulièrement chez le drépanocytaire, ça va se manifester par des douleurs. Donc, lorsque le parent a cet enfant qui demande la crise, parfois vous le touchez, il pleure. Il est couché au-dessus de lui, il pleure. On va facilement associer ce comportement-là à quelque chose de pas normal, quelque chose de métaphysique. Pourtant, c'est une douleur auto-entretenue, comme j'expliquais tout à l'heure. Donc, l'anémie même devra être déterminée en milieu hospitalier, mais le signe ou les signes prioritaires qui devraient indiquer chaque parent, à se poser des questions sur est-ce que cet enfant pourrait être drépanocytaire, sont les douleurs articulaires, les formes de manque de sang, comme on appelle vulgairement répétitives, et à côté, il y a aussi la coloration des yeux, mais là, ça vient parfois lorsqu'on a mis du temps. Il y a l'ictère qui apparaît dans les yeux, deviennent de plus en plus jaunes.